Bonjour, donc je vais commencer par me présenter. Je suis Nancy Kentish-Barnes, je suis sociologue et je vais vous parler de la fin de vie en réanimation. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, j'ai soutenu ma thèse en 2005 sur les décisions de fin de vie en réanimation et depuis je travaille toujours sur ces thématiques et je m'intéresse plus particulièrement à l'expérience des familles de la fin de vie en réanimation. Pour cette intervention, je vais m'appuyer essentiellement sur mon travail de thèse, mais aussi sur des travaux d'observation réalisés depuis. Juste quelques mots sur ce travail de thèse. Il s'agissait d'une étude vraiment qualitative, un gros travail d'observation sur les pratiques de fin de vie dans 4 services de réanimation. J'ai fait 8 mois d'observation et à peu près 140 entretiens auprès des soignants et des familles de patients. Donc d'abord, peut-être en guise d'introduction, pourquoi parler de la fin de vie en réanimation? Et je voudrais répondre en 3 points. D'abord, premier point, parce que je pense qu'il est important de sortir de l'imaginaire, dans le sens où la réanimation est dotée d'une certaine aura. Elle est le symbole par excellence d'une médecine technique triomphante qui sauve la vie. Mais dans l'imaginaire, elle incarne aussi la face un peu plus sombre du pouvoir médical, des excès de la technique. Et donc, dans cet imaginaire, la réanimation peut être aussi le lieu de l'acharnement thérapeutique, avec, au bout du parcours pour le malade, peut-être une mauvaise mort, avec des guillemets, bien sûr. Donc, dans l'imaginaire collectif, ce service, cette réanimation apparaît sous un double visage. Elle redonne la vie, mais elle est aussi décriée quand elle va infliger des conditions d'existence difficiles pour les patients ou quand elle va prolonger leur souffrance. Du coup, la réanimation n'est pas un service approprié pour mourir, pour bien mourir, avec des guillemets là aussi. Et je voudrais qu'on réfléchisse à travers ce topo au fait que cette idée est vraiment problématique aujourd'hui, dans le sens où c'est vrai qu'initialement les services de réanimation ont été créés pour réanimer la vie, pour sauver, mais depuis quelques décennies maintenant déjà, la mission aussi de la réanimation, c'est d'accompagner la fin de vie dans des conditions jugées acceptables pour tous. Et l'accompagnement de la fin de vie est vraiment devenu une pratique importante pour les équipes de réanimation. Deuxième élément de réponse, je vais vous donner quelques chiffres qui me semblent importants. On sait que 60% de la population française décède en institution de santé, mais ce que l'on sait moins, par contre, c'est où décèdent les personnes à l'hôpital, dans quel service ils décèdent. Et donc les différentes études nous montrent qu'un décès sur 5, donc 20%, survient en réanimation, en unité de soins intensifs, et que cette proportion s'élève à 36% lorsqu'on est en CHU. Et on sait aussi qu'au cours de la dernière semaine de vie, un malade sur 5 a passé au moins 3 jours en réanimation, même s'il ne décède pas en réanimation. Et puis les statistiques de décès sont très élevées en réanimation, avec un taux de décès de 20 à 25% en fonction des services. Donc ces chiffres me semblent vraiment importants, d'abord parce que la plupart des citoyens ne savent pas finalement ce qu'est un service de réanimation. Quand on les interroge, il y en a très peu qui savent vraiment ce que c'est que la réanimation. Et puis aussi parce qu'on ne sait pas comment on y décède, alors qu'on est finalement assez nombreux à y décéder. Et troisième élément de réponse qui rejoint un petit peu le premier point, c'est que la mort en réanimation est une mort un peu particulière, dans le sens où elle ne correspond pas à la bonne mort, avec des guillemets bien entendu, telle qu'elle est définie dans notre société, du moins dans l'opinion commune, dans les discussions qu'on peut avoir avec les amis, avec la famille, ce qu'on entend à la télévision. Dans cette opinion commune, la bonne mort est décrite comme une mort plutôt douce, sans acharnement thérapeutique, sans violence technique, qui prend en compte la personne dans son intégrité. Et en réanimation, à première vue en tout cas, c'est pas ce type de mort qui va prévaloir, puisque les patients ils sont plutôt non autonomes, souvent inconscients en fin de vie. Leur vie est extrêmement dépendante des machines, des techniques qui les entourent. Et il faut savoir qu'effectivement en réanimation, la violence symbolique est extrêmement forte.
Donc la réanimation est souvent stigmatisée, je le disais tout à l'heure, et j'étais assez intéressée dans mes différents travaux de voir que les soignants eux-mêmes stigmatisent un petit peu cette fin de vie en réanimation, disent eux-mêmes qu'il s'agit d'une mauvaise mort, je reprends leurs termes, ou en tout cas un type de mort qu'ils ne souhaiteraient pas pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Et donc cette stigmatisation ne doit pas être entretenue et pour ça il faut peut-être sortir de ce que Yamazaki appelle le script culturel occidental qui place très très haut l'autonomie du patient. En fait, dans le cadre de la réanimation, se concentrer sur l'autonomie du patient n'a pas vraiment de sens. Et Yamazaki le dit, le soi autonome doit laisser place au soi relationnel. Pour le dire autrement, il est important de prendre conscience que bien mourir ne repose pas uniquement sur le mourant et sa capacité d'être autonome, mais repose aussi sur les interactions qui vont avoir lieu avec lui, c'est sûr, mais aussi autour de lui. Donc pour un patient peut-être conscient mais extrêmement fragile et vulnérable dans un service de réanimation, le plus important n'est peut-être pas sa capacité à être autonome, mais peut-être un peu plus le fait de se sentir bien avec ce qui l'entoure et de se sentir rassuré. Donc ces idées d'autonomie, de communication active sont des choses qui sont souvent inexistantes en réanimation dans les situations de fin de vie. Et il faut donc chercher à voir comment sont compensés ces manques plutôt que de systématiquement les stigmatiser. Et c'est ça qu'on va essayer de faire dans ce topo. Et puis, dernier élément, la mort en réanimation est vraiment l'exemple même des limites de la médecine. En réanimation, la fin de vie, enfin la mort plutôt, est souvent, pas toujours bien sûr, mais souvent le résultat d'une décision de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques. Et qui dit décision dit nécessairement aussi discussion, parfois négociation. Il peut y avoir des désaccords, des conflits même. Ça nécessite aussi une intervention sur une personne puisqu'on va mettre en acte une décision. Donc il s'agit vraiment d'un processus décisionnel qu'il est intéressant d'étudier, qui peut être long, il ne l'est pas toujours bien sûr, mais il peut l'être, et qui va nécessiter une certaine concertation aussi avec la famille du patient. Ce qui est intéressant, c'est que la décision de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques doit représenter la bonne décision, la meilleure solution finalement pour le patient. Et donc, on va voir à quel point la responsabilité est au cœur de la relation dans ce contexte-là. Donc, pour cette fin de vie en réanimation, il ne s'agit pas tout simplement de laisser la nature suivre son cours, comme on dit, mais souvent d'arrêter quelque chose, de retirer quelque chose pour que justement la nature puisse suivre son cours. Donc, dans le discours des médecins, on va arrêter les choses ou on va limiter justement pour laisser survenir la mort naturelle qui est un peu empêchée du fait des techniques qui sont mises en place. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que les soignants vont essayer d'arrêter les choses progressivement de manière à imiter en quelque sorte un processus naturel. Et ça a été très bien décrit par une sociologue anglaise qui s'appelle Seymour. Donc pour finir cette longue introduction, les techniques de réanimation ont bouleversé la définition de la mort, ont modifié bien sûr notre rapport à la fin de vie, aux morts lui-même. Il faut juste songer par exemple à la mort encéphalique et avec la possibilité du don d'organes. Et quand elle est institutionnelle, la mort semble échapper aux individus et devenir l'objet des médecins qui la gèrent. Et en réalité, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La mort est plutôt inclassable, j'ai envie de dire. Elle ne peut pas totalement appartenir au monde médical et elle ne peut pas non plus totalement appartenir au monde profane, des familles par exemple. Elle est donc à la frontière et c'est ça qui est intéressant. Et elle oblige les différents acteurs à jongler entre différentes logiques, à se débrouiller sans cesse en quelque sorte. Et je pense que c'est important, cette idée de débrouille. Et c'est pas forcément facile justement. Évidemment, la loi 2005, dite Leonetti, a sans doute harmonisé les pratiques dans les différents services, mais il serait intéressant de voir s'il existe encore des effets services, comme je vais vous les décrire maintenant, puisque mon travail de thèse s'est déroulé avant la loi Leonetti, avant 2005. Donc quand on parle de la mort en réanimation, il faut vraiment savoir de quoi on parle, c'est important. La mort est souvent le résultat d'une décision de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques, donc le résultat d'une discussion, d'une négociation.
Elle est donc quelque chose qui se discute, mais qui doit aussi être mise en acte. C'est pas forcément anodin. Et donc la technique va vraiment jouer un rôle central dans tout ce processus, puisque c'est la technique qui maintient en vie le patient, et c'est la technique qu'on va donc retirer ou limiter. Et donc on va voir à quel point cette technique joue un rôle très important dans ce processus.